Donc, j'ouvrirai la première séance de la journée, qui s'appelle la quadrature du cercle, adapter les structures administratives aux besoins de recherche sans sacrifier l'enseignement. Donc, je demanderai à Monsieur Harrison de venir présider la séance. Donc, pendant qu'il s'installe et que c'est les conférenciers, j'aimerais aussi qu'ils viennent s'installer. Donc, Luc Alain, Giraldo, Normand Labrie et Alain Fuchs. Donc, de venir vous installer ici. On va enlever je vais vous les remettre après. Et donc, pendant que vous vous installez, je vais présenter M. Harrison. Puis après, je vous laisse le micro ou le crachoir. Donc, M. Harrison est recteur de l'UQO depuis 2015. Il a été vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en 2013 et 2014. Formé en sociologie du travail et des organisations, il a été professeur au département des relations industrielles à l'UQO, puis professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM. Depuis, il a dirigé le Centre de recherche sur les innovations sociales, un regroupement stratégique regroupant une trentaine de chercheurs. Ce regroupement qui est financé par le Fonds Société et Culture, est-ce que je n'abuse? Dévoué à la recherche sur l'innovation sociale et les transformations sociales. Il est l'auteur de plusieurs articles et volumes sur l'innovation et les transformations du travail et des organisations. Je sais pas si je vais avoir ce micro. Ah, peut-être, oui. Bonjour et merci d'être ici et bienvenue à l'UQO. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce congrès de l'ACFAS jusqu'à vendredi, fin d'après-midi. Vous pouvez rester plus longtemps si vous voulez. Je suis également heureux de présider ce colloque sur l'Université du 21e siècle, ce premier atelier qui porte sur l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Écoutez, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Je pense qu'on a encore de la difficulté à faire le transfert vers une approche disciplinaire, vers une approche pluridisciplinaire. Il y a quand même plusieurs obstacles. Moi, j'ai été étudiant, j'ai été professeur, j'ai été chercheur. Maintenant, j'ai un rôle d'administrateur. Je peux vous parler des obstacles à chaque niveau. Je dirais que Mme Pérusse, tantôt, a mentionné, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de faire des modifications, faire des changements à l'université, mais sans dénaturer la mission de l'université. Je pense que c'est ça qui est l'enjeu principal. Et je dirais également que dans la transdisciplinarité, on fait face à des professeurs, à des chercheurs qui analysent les nombreux changements qui se produisent dans la société. L'université aussi, c'est un merveilleux paradoxe parce que quand on parle de changer dans l'université, à l'intérieur de l'université, à ce moment-là, l'université devient un obstacle au changement. On a énormément de difficultés à passer à autre chose. On reste, et je parle des mêmes personnes qui parlent de changement et de transformation, qui se butent à ces changements-là à l'intérieur de l'université. Et le principal changement, évidemment, c'est d'accepter des modifications dans les programmes, des modifications dans notre façon de travailler à l'université. Et ça, c'est peut-être mon rôle de recteur récent qui me fait voir toutes ces difficultés-là parce que je suis évidemment, à titre d'ancien directeur sur l'innovation sociale, j'aime bien le changement, j'aime bien être un acteur du changement, mais c'était plus facile comme directeur du Centre de recherche sur l'innovation sociale que comme recteur. Alors, pour en parler, on a trois invités. Je vais vous les présenter à tour de rôle au fur et à mesure qu'ils vont présenter leurs allocutions. Alors, je vous explique les règles. C'est 30 minutes chaque. Et puis, je vais être très strict là-dessus. Après, on aura droit à 1 ou 2 questions après chaque présentation, mais on garde la discussion pour la fin, une vingtaine de minutes pour la discussion à la fin quand vous aurez chacun présenté votre conférence. Alors, le premier, c'est celui dont on parle depuis tantôt, Monsieur Luc Alain Giraldo, qui est le directeur général de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, qui a eu une carrière fructueuse. Il a occupé plusieurs postes. Il a été directeur du département des sciences biologiques. Il a été vice-doyen à la recherche et doyen de la faculté des sciences à l'UQAM. Et donc, il est directeur général de l'INRS depuis 2017. Il est lauréat du prix Geoffroy Saint-Hilaire de la Société française pour l'étude du comportement animal et prix carrière en recherche de l'Université du Québec. Il a co-publié Le comportement animal des sociétés animales, tout récemment dans L'œil du pigeon, pour lequel il a remporté en 2017 le prix
Hubert Reeves est le Grand Prix Moron de l'Académie française. C'est un gestionnaire, un professeur et un chercheur prolifique. Il se distingue également par ses qualités exceptionnelles de vulgarisateur scientifique et il est souvent appelé à partager ses connaissances dans les médias. C'est un spécialiste du comportement animal. Alors peut-être que vous en aurez beaucoup à dire sur l'université. Il y a toujours le cahier de notes. Très bien. Alors, c'est aussi un ami des arts convaincu des vertus de l'interdisciplinarité. Alors, sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci. Est-ce que je peux être debout? OK. Alors. OK, c'est bon. OK, excellent. Alors, bon, ça, c'est les premières 30 secondes nerveuses. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci beaucoup aux scientifiques en chef d'organiser ce genre de colloque. Je pense que c'est très important qu'on puisse réfléchir. Merci. Certainement pas en tant que spécialiste penseur de l'université que je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'université du 21e siècle. C'est en tant qu'universitaire. Ça fait 45 ans que je suis dans le monde universitaire, d'abord comme étudiant et ensuite comme chercheur, professeur. Et ensuite, je suis été attiré par le côté sombre de la force et administrateur universitaire. Et maintenant, à titre de directeur général ou chef d'établissement du seul établissement non disciplinaire dans le réseau des universités. Donc, c'est à ce titre-là que je vais vous parler de mon expérience et ce que ça m'a appris. Donc, petit survol historique. C'est le plan de ma... Alors, je vais vous parler de l'origine de l'université de recherche parce que ça n'a pas toujours existé. Ensuite, de son organisation disciplinaire, des facteurs qui favorisent et qui contre l'organisation disciplinaire des universités. Je vais vous parler d'un nouveau modèle d'université sectorielle qui est évidemment l'INRS, et puisque c'est la seule, et je vais vous parler des perspectives d'avenir. Donc, il n'y avait pas de recherche dans les universités. C'est pas quelque chose qui a été créé pour faire de la recherche. Les universités ont été créées comme un endroit d'enseignement au Moyen Âge. On enseignait le droit, la théologie, la médecine. Et c'était ça, essentiellement, pendant très longtemps, les universités. En fait, même, on pensait qu'il y avait pas de place pour la recherche à l'université. Et la recherche se faisait plutôt, et surtout éventuellement la recherche scientifique, dans des académies nationales ou des académies royales. C'est là que se faisait la recherche, c'est là que se construisaient des laboratoires. Et Condorcet, grand penseur des Lumières, disait lui-même que c'était inconcevable qu'un enseignant à l'université puisse avoir le bon tempérament pour être un découvreur et un chercheur. Donc, les chercheurs ne pouvaient pas enseigner. Donc, c'était la notion. Alors, et même les gens des académies regardaient de haut les universitaires. Et ce genre d'attitude existe encore un peu en France et en Europe, où il y a des chercheurs qui trouvent que dans les universités, c'est pas aussi bon. Mais tout ça est en train de changer, évidemment. Alors, ça a pris ce monsieur allemand, monsieur von Humboldt, qui est le frère de l'autre. Et monsieur von Humboldt a eu l'idée, il était ministre de l'Éducation en Allemagne, et il a eu l'idée de dire que non, pour lui, un meilleur scientifique, c'est un scientifique qui enseignait. Et que la science serait beaucoup plus dynamique si elle était fabriquée, construite en même temps avec des étudiants et des professeurs confrontés par la jeunesse et la fougue. Et ça date de 1810. Il a créé l'Université de Berlin. Il l'a réformée et c'est devenu la première université de recherche. Et toutes les universités aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne, par la suite, qui ont été créées après ça, ont suivi le modèle de cette université de recherche. Et donc, toutes les universités au Canada et au Québec ont le modèle de l'université de recherche. Lorsque l'université est devenue une université de recherche, ça a créé la discipline. Alors, je suis pas le premier à le dire. Ça, c'est une citation de Mme Endrizi dans l'Institut français de l'éducation. L'enseignement supérieur s'incarne dans un système de discipline qui s'impose à la fois comme une organisation naturelle des connaissances et comme un mode de répartition du travail entre communautés de chercheurs et d'enseignants. Donc, l'université et la discipline, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié. Ça existe comme ça. Et donc, on ne sera pas surpris de comprendre que l'université, toute son organisation, mais là, toute son organisation, sa gouvernance, la répartition de ses ressources,
tout est organisé par discipline, par des départements. Le fondement même de l'université est son département. Alors, on a des départements de différentes couleurs, département de biologie, un département de chimie, un département de physique qui se regroupent sous une faculté de sciences, un département de sociologie, un département de sciences politiques, un département, etc., qui se regroupent sous les sciences humaines, etc. Donc, toutes les universités, qu'elles soient grandes ou petites, que ce soit une université de premier cycle ou une grosse université de recherche, que ce soit McGill ou Bishop's, sont organisées sur le modèle disciplinaire du département regroupé sous des facultés ou des écoles. Qu'est-ce qui maintient ça comme organisation? Ça a un certain sens. Donc, je vais vous dire qu'il y a 3 facteurs. L'enseignement au premier cycle, l'évaluation par les pairs et la recherche libre. La recherche libre, c'est important que je vous l'explique parce qu'il y a beaucoup de confusion. Recherche fondamentale, appliquée, recherche libre, recherche orientée. La recherche libre, c'est de la recherche qui est uniquement décidée par le chercheur. Le chercheur est dans une discipline. Et ce sont les trous de connaissance de la discipline qui motivent les sujets de recherche du chercheur libre. Je peux vous assurer que, en tant qu'ancien éthologue qui étudiait le comportement des pigeons, je n'avais aucune incitation à vouloir collaborer ou pouvoir même avoir des millions de dollars d'industrie, de gouvernement ou de quiconque pour m'influencer dans ma recherche. Les questions que je posais à propos du comportement de mes animaux étaient purement générées par le besoin de connaissance de ma discipline qui était l'éthologie. On était rendu à se poser la question sur tel, et c'est ça qui motivait ma recherche. Ma recherche, elle était fondamentale, mais elle aurait pu aussi être appliquée. J'aurais pu avoir décidé que l'application de l'éthologie pour l'élevage en santé de poulets nécessitait que je sache qu'il y a un lien entre l'intensité de la coloration de l'iris du coq et son infestation de parasites. Et c'était plus appliqué, mais c'était libre. C'était moi qui décidais de faire ça comme ça. Donc, il y a de la recherche libre, elle peut être fondamentale et appliquée, et ça, c'est la recherche qui est sous-entendue dans la recherche à l'université de recherche. Et ça crée une espèce de cercle vertueux ou une économie circulaire, si vous voulez, où le professeur-chercheur, qui est libre de son enseignement et libre de sa recherche, fait de la recherche disciplinaire qui génère des nouveaux savoirs disciplinaires qui viennent alimenter son programme d'enseignement disciplinaire, puis ça tourne. Et ça marche. Ça, c'est l'université de recherche, je pense. C'est le pendule sans friction de l'université de recherche. Alors maintenant, il y a des facteurs qui sont contraires à l'organisation disciplinaire. Et ces facteurs-là sont le financement public, les agences subventionnaires indépendantes de l'enseignement, les structures ad hoc supradépartementales et le décalage entre les résultats de la recherche sectorielle ou dirigée et le savoir disciplinaire. Et cela crée aussi un accès inégal aux ressources de recherche au sein d'un département. Alors, je vous dis, je parle vraiment à partir de mon expérience, mais je pense que c'est très large et ça s'applique à plusieurs universités. Donc, si l'université est financée par de l'argent public, ben, il est normal que les contribuables qui fournissent l'argent par leurs impôts à cette université aient le droit de questionner l'utilité et le fonctionnement de cette institution. Ce qui est très différent de l'université de départ qui était en principe indépendante. Donc maintenant, l'université doit répondre aux aspirations de la société. Et quand on regarde les publicités de toutes les grandes universités, même les petites, elles se donnent beaucoup de mal à dire à quel point elles répondent aux aspirations de notre société. La recherche et l'enseignement disciplinaire, la recherche libre, peuvent prêter flanc à la critique de la surspécialisation et de l'absence d'utilité concrète. Bon, j'ai écrit cette phrase-là de plusieurs façons. Toutes les fois, je l'ai édité, je l'ai nettoyé, je l'ai lavé, en fait, parce que on a tous eu des exemples de chercheurs qui se sont fait
prendre le titre de leur subvention de recherche, ça s'est retrouvé dans les journaux comme un exemple de l'inutilité des universités, puis comment les gouvernements gaspillent leur argent à donner de l'argent à quelqu'un qui étudie la fécondité des mouches qui pondent sur des tas. Hein? Et il y a des très grands chercheurs qui ont fait des recherches extraordinaires sur les mouches scatophages, mais ça passe mal. Mais ces recherches disciplinaires, elles sont absolument nécessaires pour faire avancer la discipline, pour faire avancer la connaissance. Et peut-être qu'elles pourront être un jour utiles, mais c'est pas leur objet premier. L'objet premier, c'est de pouvoir ajouter la connaissance là où il en manquait dans un édifice disciplinaire. Mais ça fait ça, la recherche disciplinaire. Et donc, on a tendance dans les universités à vouloir la cacher, cette recherche, parce qu'elle n'est pas vendeur. L'université est subventionnée, et ça, c'est les finances. OK? Là, c'est le côté financier. L'université est subventionnée principalement pour son enseignement, forçant les professeurs à obtenir des appuis externes pour leur recherche. Donc, l'université, aucune université, même l'université la plus riche, n'a suffisamment d'argent pour faire vivre l'activité de recherche de ses professeurs. Alors, l'activité de recherche, il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Et ceux qui payent l'activité de recherche, on serait bien naïf de croire qu'ils n'ont pas d'effet sur l'activité de recherche elle-même, pas sur les résultats. Là, je ne dis pas qu'on va trouver les résultats que le bailleur de fonds nous demande de trouver, mais le bailleur de fonds peut nous demander d'étudier un sujet qui n'aurait pas été le premier qu'on aurait voulu étudier, mais on le fait. Il y a un labo à faire vivre, il y a une carrière, etc. Donc, la recherche, si on regarde, au Canada, c'est financé par des agences subventionnaires telles que le CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines, les IRSC, c'est rouge parce que c'est fédéral. Je vous l'explique, mais le fédéral, c'est rouge ici et le provincial, c'est bleu chez nous. Okay? Alors, et les IRSC, alors les Instituts de recherche en santé du Canada. Et si on regarde qui contrôle ces agences de subventionnement, oups, je suis allé dans le mauvais sens. Alors, évidemment, c'est le ministre de l'Innovation, de la Science et le Développement économique qui contrôle le CRSNG et le CRSH. Et la santé est contrôlée par la ministre de la Santé. Et on voit qu'il n'y a pas d'éducation là-dedans. Là. Et de toute façon, vous savez, au fédéral, ils n'ont pas le droit de s'occuper des universités, mais ils le font comme ça. Mais tout ça ne se dit pas. Au Québec, il y a le Fonds de recherche du Québec, M. Rémi Quirion, et son ministre tutélaire est le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Et ça, ce sont les grands joueurs de la recherche dans les universités québécoises, là, okay, dans nos universités. Et évidemment, l'organisation de la recherche par secteur multidisciplinaire dirigée vers des questions d'intérêt sociétal et économique, ça vient du fait que les ministres qui contrôlent les agences subventionnaires sont saisis d'enjeux sociaux importants. La santé des Canadiens, la prospérité économique. Donc, forcément, les ministres tutélaires de ces agences-là vont imprégner une certaine orientation vers des questions d'intérêt sociétal et économique. Et juste pour vous montrer le ministre qui contrôle les universités au Québec, il est là. Et lui, il n'y a pas d'emprise sur la recherche, directement en tout cas. Il peut exercer une certaine influence, il peut faire des clins d'œil à son collègue du ministre de l'Économie et de l'Innovation, mais il n'y a pas le budget, là. Hein? Donc, en ce moment, nous parlons de la structure de l'université qui dépend d'un ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, tel que c'est affecté par la recherche, qui dépend de ministres qui n'ont rien à voir avec l'éducation supérieure et l'enseignement. OK? Ils sont sensibles, comme nous sommes tous, mais ce n'est pas leur responsabilité première. Alors, quel est l'effet de cela? C'est que la recherche des agences subventionnaires, elle tend à vouloir orienter les chercheurs vers des sujets d'intérêt sociétaux. Et on en parle depuis le début. On veut le problème du réchauffement climatique,
les problèmes environnementaux sont des problèmes qui préoccupent l'ensemble de la société. Et donc, c'est pas surprenant que les ministres qui contrôlent les agences subventionnaires disent « ce serait le fun si tu pouvais nous aider à faire avancer la société, à régler des problèmes importants ». Et donc, on crée maintenant une nouvelle forme de recherche que j'appelle la recherche orientée. Et la recherche orientée peut aussi être fondamentale et libre. Donc, dans l'ancien modèle d'université de recherche, il y avait de la recherche libre. Maintenant, avec les agences subventionnaires, on crée la recherche orientée, fondamentale et libre aussi. Alors là, quand les agences subventionnaires mettent de la pression chez les chercheurs pour essayer de régler des problèmes qui sont transversaux, horizontaux, on a deux enjeux sociaux ici, le A et le B. Forcément, il faut regrouper les chercheurs. Vous retrouvez l'organisation universitaire en haut, là, par département. Et donc, pour nourrir ces groupes de recherche-là, forcément, on a une situation où les chercheurs viennent de plusieurs disciplines différentes pour se retrouver ensemble. Eh bien, c'est facile de tracer des flèches, là, mais ça, c'est difficile à réaliser dans un cadre universitaire. Très difficile. Alors, ça fait des années qu'on demande d'avoir de la recherche interdisciplinaire, puis on a de la misère, puis tout le monde, on revient encore colloque après colloque. Pourquoi? La structure s'y oppose. OK? La structure s'y oppose. Une des réponses, par exemple, OK, je ne vais pas devancer. Alors, maintenant, ce qui arrive, c'est que ce fameux cercle vertueux où la recherche libre et disciplinaire qui servait à venir combler un trou de connaissances dans notre discipline qui, une fois rempli, pourrait fournir un élément nouveau de savoir dans nos programmes d'enseignement, ce cercle-là, il est brisé parce que la recherche devient moins disciplinaire, elle devient orientée vers un enjeu social, puis la connaissance qui est générée, elle ne va pas nécessairement dans la discipline d'attache du professeur qui l'a enseigné. Alors là, ça brise l'espèce de pendule sans friction, là, et ça commence à causer des problèmes. La recherche sectorielle, j'ai-tu un problème de temps? OK, j'ai eu peur. Fait que la recherche est sectorielle et produit du savoir utilitaire, puis l'enseignement demeure disciplinaire. D'ailleurs, dans l'enseignement, les programmes sont décidés par des professeurs regroupés en disciplines et il n'y a aucun élément institutionnel, aucune instance qui fait en sorte qu'on demande à l'étudiant ou l'étudiante qu'est-ce qu'il voudrait apprendre. Ça existe un peu à l'UQAM, mais une fois que le programme est créé. Mais quand les universités ont à créer des programmes, ce qu'ils ont à dire au ministre de l'Éducation, c'est la pertinence socio-économique du programme, puis les coûts, etc. Mais où est-ce qu'on a vraiment posé la question aux jeunes de comment ils voulaient apprendre et quelle sorte de programme ils auraient? C'est pas là. OK. Fait que l'accès inégal aux ressources de recherche, évidemment, les professeurs disciplinaires qui font pas partie des regroupements, qui ne s'adonnent pas à avoir la spécialité qui est nécessaire pour le réchauffement climatique ou pour l'environnement, ces professeurs disciplinaires-là ne font pas partie des regroupements sectoriels. Et donc, ils n'ont pas accès à ces subventionnements particuliers pour alimenter la recherche. Donc, à l'intérieur des mêmes départements, on se retrouve avec des professeurs bien nantis et des professeurs disciplinaires qui sont moins bien nantis. Et ça crée des frictions et des tensions au sein même des départements. Un nouveau modèle d'université maintenant, et c'est date pas d'hier, 1970, il y a eu une rencontre en Europe organisée par l'OCDE et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de France. Ils ont organisé le séminaire sur l'interdisciplinarité dans les universités. Fait que la question qu'on se pose aujourd'hui n'est pas nouvelle, là, 1970. Les académies nationales américaines, National Academies Report stresses that interdisciplinary research in industrial and government laboratories should serve as a model for academia. Industrial and government laboratories have long experience in supporting interdisciplinary research. Unlike universities, industry and national laboratories organize by the problems they wish their research enterprise to address. Donc, ça, c'est un rapport des académies. Et en même temps, en 1968, au Québec, le rapport du ministère de l'Éducation, un groupe de travail sur l'organisation de l'Université du Québec. De l'avis du groupe de travail, la recherche effectuée par les équipes interdisciplinaires constitue l'une des formes privilégiées du développement de l'université.
c'est une activité qui s'applique à des champs de recherche, à des domaines de composition horizontale. Elle suppose donc la constitution d'équipes multidisciplinaires affectées à l'analyse de problèmes aux dimensions multiples. Ces équipes constituent des centres de recherche. Et à partir de ce rapport, en 1968, le gouvernement du Québec crée la première université intersectorielle non disciplinaire, qui est l'INRS. Cette université ne fait pas de recherche libre. Elle ne fait que de la recherche orientée. Le ministère, les penseurs de l'époque, lui ont donné quatre grands domaines stratégiques pour le Québec, 4 thématiques. Et donc, ils ne font de la recherche que sur ces 4 thématiques qui ont été jugées stratégiques en 1968. Peut-être qu'il serait le temps d'y repenser aujourd'hui, mais en tout cas, on est encore là. Et ils font de la recherche fondamentale et appliquée. Et c'est l'INRS, évidemment, qui a été créé en 1968 par Louis Berlinguet, qui était le vice-président recherche de l'Université du Québec, et Charles Beaulieu, qui était le premier directeur général de l'INRS. Bon, s'il y en avait eu d'autres, je n'aurais pas fait de la pub pour la mienne, mais, et c'est pas de la pub, mais c'est juste pour vous dire que c'est une université qui a été créée avec un dessein très particulier. Donc, la mission qu'on a donnée à l'INRS, c'est pas une mission de développement du savoir. On a dit qu'il fallait contribuer au développement économique, culturel et social du Québec par la formation et la recherche fondamentale et appliquée. Donc, nous, notre mission, c'est de contribuer au développement social, économique et culturel du Québec. C'est une drôle de mission pour une université, parce que toutes les universités se réclament de ça, mais c'est un effet secondaire. Nous, c'est notre mission première. Réunir les secteurs de recherche universitaires, gouvernementaux et industriels au même endroit. La mission de l'INRS. Et M. Beaulieu a pris ça bien au sérieux. Alors, les secteurs de recherche jugés stratégiques de l'INRS, c'est l'eau, la terre et l'environnement. Donc, on a des géologues, des gens qui s'occupent d'hydrologie, des gens d'environnement, la santé, la biotechnologie, l'urbanisation, la culture et la société, les énergies, les matériaux et les télécommunications. Donc, ça, c'est les 4 secteurs stratégiques. Chacun de ces centres est composé de manière multidisciplinaire. Il n'y a pas de discipline, mais il y a des biologistes, il y a des chimistes, il y a des physiciens, des statisticiens, ils sont répartis partout là-dedans. L'INRS doit rester en lien avec la communauté desservie parce que l'orientation des programmations de recherche que les centres soumettent sont évaluées par une commission scientifique qui est formée exclusivement d'experts externes à l'INRS. Et chaque secteur, chaque centre doit avoir un comité de liaison qui est constitué de membres internes du centre et des partenaires externes de la recherche et de la formation, ceux qui vont bénéficier des connaissances et de la formation générée par les centres. Donc, ça reste un peu en contact. Est-ce que ça marche? Laissez-moi me péter les bretelles un petit peu. Est-ce que ça marche? Ça, c'est les résultats de Science and for Source, et c'est sur un des critères d'évaluation des universités qui s'appelle l'intensité de recherche, qui est le nombre de dollars de recherche par chercheur, okay, de subvention. Alors, en termes d'intensité de recherche, puis là, on a ici, pour vous dire, c'est 2007 à 2017, et la grosse ligne épaisse, bleue, c'est l'INRS, et la ligne noire en haut ici, c'est l'Université de Toronto. Et on a McGill ici, qui est la gris pâle, ici, c'est McGill, OK? Et on a l'Université de Montréal, qui est celle qui est en noir, juste pour vous donner des comparatifs. Alors, en termes d'intensité de recherche, au Québec, de tout ce temps-là, l'INRS est numéro 1. OK? On bat McGill, Laval, tout, en intensité de recherche. Et cette année, on s'est fait battre par Waterloo, mais on est égal avec Toronto. Donc, on est numéro 3 cette année au Canada en intensité de recherche. Donc, si on regarde, on est 150 professeurs. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Des professeurs d'université au Canada, là, on est négligeable comme quantité. Fait que c'est sûr que la quantité totale d'argent, on n'est pas dans le U15. Là. Mais en termes d'intensité, ça veut dire que ça marche. Notre fonction, c'est de faire de la recherche. Bon, on est bon en recherche. Pas parce qu'on n'a rien de particulier. On a été structuré pour faire ça. On est fait pour ça. On n'enseigne pas au premier cycle, par exemple. OK? Donc, tous nos profs sont totalement dédiés à la recherche. Les défis du 21e siècle pour l'université disciplinaire, ça, c'est les 17 autres universités au Québec, leurs défis. Ben,
c'est qu'il y a un paradoxe disciplinaire. Maintenir l'enseignement disciplinaire départemental tout en permettant la recherche sectorielle supradépartementale. Ça, c'est très difficile. La création de ces organisations supradépartementales crée des frictions. Moi, mon expérience personnelle, je l'ai vécu à l'UQAM, ça, c'est l'Institut des sciences de l'environnement, qui est constamment en difficulté avec, et la crise dure depuis la fondation. Mais je crois que The School of the Environment à McGill ou à Concordia a vécu les mêmes difficultés parce que la tâche des professeurs est dans des départements, puis là, on les regroupe dans des organisations supradépartementales. Ça crée des tensions entre ce qu'ils sont censés enseigner, entre ce qu'ils font, qui les évalue. Ça, c'est un défi à régler. Le paradoxe politique, c'est que le ministère responsable de l'enseignement supérieur et ceux qui sont responsables des agences subventionnaires, c'est qu'ils puissent davantage se concerter sur les priorités de l'enseignement et de la recherche. Parce que, avouons-le, la recherche a un énorme impact sur l'université. Donc, il va falloir qu'ils se concertent un petit peu. Les défis pour l'université sectorielle, donc le type d'université que je dirige, c'est de maintenir son caractère distinctif. Parce que, d'abord, il faut faire reconnaître l'originalité de sa structure, son orientation et sa fonction, tant au sein de sa propre communauté, parce que les gens à l'intérieur de l'INRS, à un moment donné, ils viennent tous d'universités traditionnelles. Ils viennent tous d'universités disciplinaires. Je viens d'une université disciplinaire. Ça m'a pris 6 mois de comprendre pourquoi rien marchait comme je pensais que ça devrait marcher, parce que c'était pas organisé comme une université disciplinaire. Et à un moment donné, il faut comprendre, il faut aller aux sources, puis une fois qu'on comprend la raison du design, on se rend compte de l'efficacité de ce nouveau design. Et il faut, évidemment, le faire comprendre chez nos principaux bailleurs de fonds, parce que le fait est que l'INRS est de la même taille depuis 1980. Alors, quelque part, les besoins de recherche ont cru, mais pas la seule institution dédiée à la recherche et à la formation à la recherche au Québec, elle est restée de la même taille. Alors, il faut faire reconnaître ces besoins-là à nos bailleurs de fonds. Il faut aussi, ça je viens de le dire, assurer un financement particulier qui permet la croissance. Alors, doit-on, pour revenir à la question qu'on posait au début, doit-on revoir l'organisation disciplinaire de l'université? Pour répondre à cette question-là, il faut... Pour répondre, parce que j'arrive à la fin, alors pour répondre, je vais ralentir. Pour répondre à cette question-là, il faut savoir, le savoir peut-il s'organiser autrement qu'en discipline? Est-ce que l'organisation disciplinaire qui est née avec l'Université de recherche, est-ce que c'est la seule façon d'organiser la connaissance? Peut-on imaginer la fin du savoir disciplinaire? Parce que le savoir sectoriel, est-ce qu'il peut vraiment exister sans l'existence de discipline? Ce qui revient à dire, est-ce que c'est possible de faire de l'interdisciplinaire s'il n'y a pas personne qui fait du disciplinaire? Non? Alors, bon. Et étant donné que je suis quelqu'un qui travaillait à l'époque en théorie des jeux et qui travaillait sur la théorie des producteurs et des chapardeurs, les producteurs sont ceux qui recherchent la nourriture et les chapardeurs sont ceux qui profitent de la nourriture découverte par les producteurs. La question est, est-ce qu'on peut avoir juste des producteurs? Bien, s'il y a juste des producteurs, les chapardeurs font très, très bien. Peut-on avoir que des chapardeurs? On ne peut pas avoir que des chapardeurs parce qu'ils ne pourront pas voler de la nourriture à personne. Hein? Donc, il existe un équilibre entre les producteurs et les chapardeurs. Bon, je ne veux pas parler, c'était le modèle que j'avais, mais la conclusion, c'est qu'il faut reconnaître aux universités disciplinaires la responsabilité de la recherche disciplinaire, de la recherche libre. En ce moment, les agences subventionnaires, elles mettent l'accent. Pour la première fois, on a mis de l'argent dans le CRSNG pour la recherche à la découverte, qui est un programme de recherche plutôt disciplinaire. Mais il ne faut pas avoir honte de ça. Il ne faut pas le cacher. La recherche disciplinaire, elle est absolument nécessaire, mais elle n'est pas très vendeur dans un monde où il faut tout justifier par l'économie. Mais il n'y a que l'université qui peut générer ce savoir disciplinaire. Donc, il nous faut reconnaître aux universités disciplinaires la responsabilité de la recherche disciplinaire. Ce n'est pas simple. L'attachement du professeur à son unité départementale pose un problème et un obstacle sérieux à la recherche orientée et interdisciplinaire.
Est-ce que l'université disciplinaire peut imaginer de nouveaux départements, des départements intersectoriels? Un département qui serait... Ce qui s'oppose à ça, c'est la nécessaire évaluation par les pairs. C'est l'inquiétude qui est posée à quelqu'un qui fait du design industriel de se faire évaluer par un mathématicien. C'est le mathématicien qui craint l'évaluation d'un chimiste. Et c'est ça qui est à la base, OK, va poser un problème à la création d'un département, une unité qui s'auto-évalue, mais qui n'est pas disciplinaire. L'université disciplinaire devra élaborer de nouvelles formes plus agiles d'attachement de ses professeurs, et ça, c'est pas fait. Et ça va se faire avec une difficile négociation avec les syndicats. Parce qu'il y a des conséquences sur la carrière des professeurs et tout ça. Mais vous m'avez demandé de rêver, M. Quirion, puis je ne veux pas faire un cauchemar, là, mais... OK. Mais je pense, et ça n'a pas été assez dit, je pense qu'il nous faut aussi reconnaître le succès du modèle de l'université sectorielle et favoriser son essor au sein d'un système universitaire québécois. L'université sectorielle, il y en a juste une. Peut-être pourrait-il y avoir de l'espace pour une deuxième université sectorielle, en région peut-être, ou éclatée. Déjà que l'INRS est localisé à plusieurs endroits dans le Québec. Donc peut-être une deuxième, peut-être juste une, mais plus grosse, avec plus de secteurs, peut-être plus de collaboration avec les universités traditionnelles. Est-ce que l'INRS et sa structure interdisciplinaire peut ouvrir des collaborations avec les unités, avec les universités disciplinaires, s'implanter en tout respect de chaque université dans d'autres universités pour pouvoir promouvoir ce genre d'interdisciplinarité? Je pense que oui. Alors, je pense que c'était mon dernier message. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci, M. Giraldo. Comme je le disais, là, on a peut-être le temps pour une ou deux questions avant de passer à notre autre conférencier. Je vous prierai de parler dans le micro parce qu'on enregistre. Donc, c'est moi qui l'ai en avant, le micro. Là. Il y en a un ici à l'arrière. Je rappelle qu'on a une période de discussion à la toute fin. Merci, M. Giraldo. Alors, oui, c'est vrai, vous avez classé les universités en deux catégories, l'INRS et les autres. Oui. Mais au sein de l'université, on retrouve quand même d'autres universités ou des universités disciplinaires. On retrouve quand même des tentatives pour rejoindre le sectoriel. Je pense à l'Université de Sherbrooke avec l'apprentissage par projet, ou avec les nouveaux domaines comme la robotique qui vient d'arriver, mais on peut imaginer que dans un département qui se concentrerait sur la robotique, qu'on retrouve là des mécaniciens, des électriciens, des gens d'intelligence artificielle, et qu'on fasse de la robotique un nouvel objet dans lequel tous ces secteurs disciplinaires-là se joindraient ensemble, mais travailleraient dans l'esprit de créer un nouvel objet, la robotique. Donc, simplement, oui, dans votre allocution, vous avez scindé ça en deux, mais quand même, on voit des efforts. Je viens de l'illustrer avec la robotique, mais on pourrait trouver d'autres secteurs où on rejoindrait une approche plus sectorielle. Oui, puis on n'aurait plus besoin de sociologues parce qu'il n'y aurait plus d'humains. Ben, écoutez, oui, c'est sûr qu'il y a des efforts qui sont faits. Toutes les universités en font. La création d'instituts, l'Institut de recherche de l'environnement, l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM, c'est un effort colossal et précurseur et avant-gardiste, mais qui se bute à des difficultés. Il y en aura qui auront moins de difficultés, mais j'ai l'impression que il va toujours y avoir des tensions. Il y a création de nouvelles disciplines, ça arrive. La robotique peut devenir une discipline. La biochimie, c'est une nouvelle discipline des années 50. Fait que ça se peut, mais il y a encore des tensions dans plusieurs universités entre des chimistes et des biochimistes qui sont soit dans le même département, soit dans des départements séparés, des fois dans des facultés séparées, parce qu'il y a toujours cette espèce de tension disciplinaire qui existe. La discipline, c'est pas juste un champ de connaissances, c'est aussi comme une culture d'appartenance. C'est comme un territoire qui est défendu. Puis ça crée des problèmes à ce niveau-là aussi. Mais oui, il existe des efforts et des fois ça marche. Mais il faut être conscient que la structure même de l'université s'oppose au succès de ces efforts-là. Merci.